Merci beaucoup de m'avoir invité à cette magnifique réunion. Première réunion de ce genre. C'est à expérimenter, vraiment. Tout ce que j'espère du fond du cœur, c'est que l'année prochaine, on sera tous ensemble, entassés comme des sardines dans un amphi, et qu'on se fera du bisou et qu'on se fera des câlins. Franchement, c'est mon espoir. Bien. Alors, je vais vraiment vous traiter un sujet qui nous tient à cœur, nous pédiatres, qui est l'alimentation de l'enfant allergique. Bon, au-delà de son rôle fondamental dans la survie, bien sûr, l'alimentation, elle joue un rôle essentiel dans la préservation de la santé. Et donc, l'adaptation du régime alimentaire, nous, on le sait en tant que pédiatre, fait partie intégrante de la prise en charge de l'enfant. Je crois que nous tous, on expérimente de longues séances d'explication aux mamans comment il faut alimenter son bébé, comment il faut la croissance, etc., etc. Et en plus, elle fait partie maintenant, la prise en charge alimentaire, intégrante dans la prise en charge de beaucoup, beaucoup de maladies chroniques. Diabète, maladies cardiovasculaires, Mickey, cancer, etc., etc. Et récemment, l'importance du régime alimentaire dans la prise en charge et la prévention des maladies allergiques particulièrement a été vraiment mis en évidence par plusieurs études. Et actuellement, on insiste sur l'importance du microbiote intestinal et pulmonaire qui joue un rôle très très important dans la modulation immunitaire du jeune enfant. Et donc, le régime alimentaire des 3 premières années de vie joue un rôle essentiel dans l'apparition ou l'aggravation des allergies, comme on va le voir. Il faut quand même faire la différence entre allergie avérée et risque allergique. Ce n'est pas la même chose. Chez les enfants allergiques avérés, c'est-à-dire qui ont un asthme, une dermatite atopique, comme on vient de voir, une rhinoconjonctivite allergique, une allergie alimentaire, le régime doit tenir compte uniquement des allergies alimentaires prouvées par les manifestations cliniques, le bilan allergologique et viser la réduction des manifestations allergiques. Par contre, le risque allergique, ce n'est pas du tout la même chose. Ce sont des enfants dont les parents ou la fratrie présentent des manifestations allergiques prouvées. C'est une prédisposition génétique associée ou non à des facteurs environnementaux. Et il existe une fenêtre de vulnérabilité dans la petite enfance. Donc, ce sont des enfants qui n'ont pas forcément des symptômes d'allergie, mais qui appartiennent à des familles qui sont allergiques. Alors, on a 3 situations dont on va discuter dans cet exposé. Soit on a une allergie alimentaire prouvée, soit on a une manifestation allergique autre qu'alimentaire, c'est-à-dire asthme, etc. Et on va entamer ensuite la plus grande partie de notre exposé, qui est l'alimentation de l'enfant à risque allergique, et on va voir les différents items de cette prise en charge. Alors, pour l'allergie alimentaire, c'est soit une allergie IgE médiée avec des manifestations aiguës, l'anaphylaxie, ou non IgE médiée avec des manifestations tardives, chroniques. Et en fait, les plus fréquentes chez l'enfant, c'est le lait de vache, l'œuf, le blé, le soja, puis l'arachide, les fruits à coque, le poisson. Bon, tout ça, je ne vais pas vraiment m'étendre sur ça parce que ça mériterait un exposé tout entier. Il faut faire un diagnostic précis pour éviter les évictions alimentaires non indispensables. Donc, qui va se baser sur l'histoire clinique, les tests cutanés, les IgE spécifiques, le test de provocation orale. Et en fait, c'est quand on a cet ensemble qui va nous poser un diagnostic, c'est là que la prise en charge va reposer sur l'éviction de l'aliment responsable et uniquement l'aliment responsable, tout en assurant un régime alimentaire équilibré. Mais il se pose bien entendu le problème des allergies alimentaires multiples. Et là, l'éviction quand même alimentaire devient compliquée. Alors, juste schématiquement, ça c'est un schéma qui a été fait pour l'allergie aux protéines du lait de vache, mais ça peut s'appliquer même aux autres aliments. Donc, on a une histoire clinique avec des examens ou plus ou moins des tests biologiques. Alors, soit cette histoire clinique, c'est une anaphylaxie ou une réaction immédiate évidente. On fait l'éviction, on dose les RAS. Les RAS sont négatifs, on fait un test de provocation orale. Si les RAS sont positifs, on fait une éviction. Je ne vais pas m'étaler trop là-dessus parce que c'est un schéma que vous allez retrouver partout sur le web. Alors, soit on a des manifestations qui ne sont pas très, très claires, de la diarrhée, de l'eczéma, des vomissements, etc. On fait quand même une éviction à visée diagnostique avant de faire le bilan. S'il n'y a pas d'amélioration clinique,
on ne fait pas d'éviction. S'il y a une amélioration clinique, on passe au test de provocation orale. Il est négatif, on ne fait pas d'éviction. Il est positif, on fait une éviction alimentaire à visée thérapeutique ce coup-ci avec surveillance des RAST, mais à l'aliment concerné. Alors, la deuxième situation, ce sont des enfants qui présentent des asthmes ou là une conjonctivite allergique ou une rhinoconjonctivite allergique ou une dermatite atopique. Alors, le rôle de l'alimentation dans la dermatite atopique, dans la survenue ou l'aggravation d'une dermatite atopique ou d'un eczéma est très controversé actuellement. Chez l'adulte, par exemple, la dermatite atopique secondaire à une allergie alimentaire est exceptionnelle. En général, ce sont des réactions beaucoup plus de type immédiat. Chez l'enfant, l'allergie alimentaire prouvée joue un rôle uniquement chez 20% des enfants qui ont une dermatite atopique. Souvent, c'est une allergie au lait ou à l'œuf. Mais nous, on le sait, on a beaucoup d'enfants en consultation de pédiatrie qui ont des dermatites atopiques, mais tous n'ont pas une allergie alimentaire. Alors, je me rappelle, il y a longtemps, quand les enfants avaient une dermatite atopique, automatiquement, on mettait un régime d'exclusion qui était très d'exclusion d'énormément d'aliments, mais actuellement, c'est une chose qui est complètement abandonnée. Et donc, il ne faut envisager l'allergie alimentaire uniquement en cas de dermatite atopique résistante, sévère, qui ne réagit pas au traitement usuel. Et donc, il faut faire un bilan de confirmation quand on suspecte. Le régime alimentaire restrictif en cas de dermatite atopique modérée, sans signe évocateur d'allergie alimentaire, est formellement déconseillé. Donc, il ne faut pas instaurer des régimes d'éviction chez des enfants qui ont des dermatites atopiques légères à modérées ou bien même des dermatites atopiques sévères qui réagissent bien au traitement. Alors là, c'est une étude européenne qui a été faite sur plus de 1000 enfants et on s'est rendu compte que plus l'alimentation est diversifiée dans les premiers mois de vie, moins la dermatite atopique persiste à 1 an de vie. Et là, je ne suis pas vraiment d'accord avec mon collègue qui a précédé. Et en fait, la diversification alimentaire, elle doit être précoce et elle doit être vraiment diversifiée. J'ai pas de... Mais là, sur ce schéma, on le voit que le risque est diminué à 1 an quand les enfants mangent beaucoup de fruits, de légumes, de yaourts, de lait fermenté, etc., etc. Alors, quant à l'asthme... Maintenant, selon beaucoup d'études, une alimentation adaptée de type méditerranéen pourrait améliorer l'évolution et diminuer la charge thérapeutique, effet sur l'inflammation, les réactions pro-oxydantes, effet sur le microbiote intestinal. Et on le sait maintenant que la consommation de fruits et de légumes riches en vitamine C, carotène favorise l'augmentation du VEMS et diminue la fréquence des exacerbations. Ce sont des études qui sont faites, qui sont encore en cours, mais là, on a quand même des éléments en faveur de cela. Alors, la consommation de poissons dès l'âge de 4 à 6 mois réduit l'incidence des râles sibilants jusqu'à l'âge de 5 ans. Donc vraiment, faites manger des poissons à vos bébés dès l'âge de 4 mois parce que c'est quelque chose qui diminue vraiment les manifestations allergiques. Alors, on le sait maintenant, la carence en vitamine D est associée à une augmentation de l'hyperréactivité bronchique et la surconsommation de produits laitiers, d'acides gras saturés, etc. aggrave l'inflammation bronchique alors que les oméga 3 ont l'effet inverse. Bien entendu, on le sait maintenant, le surpoids, l'obésité sont un facteur d'aggravation de l'asthme. Bon, grosso modo, alimentation riche, diversifiée, fruits, légumes, poissons, bref, tout ce qu'on mange ici au Maroc, c'est parfait pour diminuer les manifestations allergiques. Voilà, je vais passer rapidement. Et là, on passe à la grande partie de notre exposé, qui est l'alimentation de l'enfant à risque allergique. Alors, dès qu'on a un allergique dans la famille, c'est tout le temps la consultation. Ah, mon Dieu, mon bébé, moi, je suis asthmatique, son papa est allergique, qu'est-ce que je dois faire? Il y a des choses que je ne dois pas donner, il y a des choses que je dois donner, comment je dois l'allaiter, etc., etc. Alors, ce sont des choses que l'on voit tout le temps en consultation. Alors, l'enfant à risque allergique, ce sont des enfants ou des nourrissons qui ont un parent ou un ascendant direct, grand-parent ou fratrie, qui ont des manifestations allergiques prouvées. Alors, jusqu'aux années 2000, la prévention des allergies reposait sur le dogme de l'éviction alimentaire et donc la recommandation de retarder au maximum l'introduction des aliments dits allergisants.
Et puis est arrivée l'evidence-based medicine. Et en fait, on s'est rendu compte que l'allergie était une non-acquisition de tolérance vis-à-vis d'un allergène. Donc, la prévention passe par l'acquisition de cette tolérance et non pas par l'éviction des aliments. Alors, et les allergènes qui soient aériens, alimentaires, aéroportés, pénètrent dans l'organisme par voie digestive, par voie cutanée, par voie respiratoire. Et en fait, il y a une orientation de la réponse cellulaire vers la tolérance ou l'allergie. Et en fait, là, on s'est rendu compte depuis assez récemment, je crois 4 ou 5 ans maintenant, que le microbiote, surtout intestinal, joue un rôle fondamental dans cette balance entre tolérance et réaction allergique. Et le microbiote intestinal, vous voyez que dès la naissance, il est vraiment fluide, il n'y a rien, il n'y a pas de germe, rien du tout. Et dès la naissance de l'enfant, il commence à se coloniser petit à petit. Elle se fait par l'intermédiaire des sécrétions vaginales déjà dès l'accouchement, par le contact avec la maman, par les sécrétions, les matières fécales de la maman lors de l'accouchement, par l'intermédiaire de l'allaitement maternel et pour atteindre plus de 100 000 milliards de germes qui n'ont pas encore été, je crois que maintenant on le sait tous, qui n'ont pas tous encore été identifiés, mais grâce au génie génétique, on commence à en identifier pas mal. Et donc finalement, ce microbiote va se stabiliser vers l'âge de 3 ans pour atteindre le microbiote adulte. Alors le rôle de ce microbiote, c'est la défense contre les pathogènes. Bon, là, je vous ai mis un petit schéma, c'est pour vous dire, voilà, c'est toutes les bactéries qui circulent dans notre intestin, ce sont nos copines, ce ne sont pas nos ennemis. Donc, du coup, il faut vraiment s'en occuper. Elles nous permettent de nous défendre contre les agents pathogènes et elles permettent de développer notre système immunitaire. Elles vont produire des signaux pour le développement des lymphocytes T, des lymphocytes B et même dans la balance TH1, TH2 qui est, et on sait que l'allergie, c'est un déséquilibre de la balance TH1, TH2. Alors, je vous mets ici, c'est une étude qui a été publiée très, très récemment. Alors, ce qui est en rouge, ce sont des enfants qui ont des microbiotes, on va dire, pas de très bonne qualité. Et ce qui est en bleu, bonne qualité. Et on se rend compte que la qualité du microbiote, sa richesse à l'âge de 1 an, entraîne une réduction du taux de sensibilisation à l'âge de 6 ans, de façon démontrée par des études. Là, c'est juste pour vous dire que regardez sur les 2 premières colonnes, ce sont les enfants, le microbiote des enfants à 3 mois. Le premier, ce sont des enfants qui ne sont pas allergiques. Et la deuxième colonne, c'est les enfants qui sont allergiques. Et vous voyez que la différence de microbiote est évidente. Et vous voyez qu'à l'âge de 1 an, ce déséquilibre dans le microbiote intestinal reste le même chez des enfants qui ont des allergies alimentaires par rapport à des enfants normaux. Alors, la prévention du risque allergique via la préservation du microbiote, de la naissance, comme c'est là où il se forme, c'est une fenêtre d'opportunité pour établir un microbiote optimal pour la prévention de nombreuses maladies chroniques et particulièrement des allergies, d'où l'importance de l'alimentation des 1000 premiers jours de vie. Maintenant, je crois que les gastro, ils le savent, on en parle tout le temps dans tous les congrès de gastro ou d'allergologie. Alors, bien entendu, l'allaitement maternel, c'est le gold standard. Je vous ai mis juste un petit schéma. Ici, c'est juste pour qu'on puisse comparer avec le lait de vache. Mais le lait maternel est très riche en cellules vivantes, macrophages, lymphocytes, en bifidobactérium. Et surtout, maintenant, vous en entendrez parler très, très souvent en oligosaccharides uniques, qui sont les oligosaccharides humains ou human milk oligosaccharides, c'est les HMO qui modulent le microbiote. C'est le 3e composant du lait maternel, 3e composante solide, je veux dire. Et en fait, le contact direct avec le microbiote cutané de la maman enrichit également le microbiote du bébé. Et regardez par exemple sur les HMO, la différence avec le lait de vache. Dans le lait maternel, on a de 7 à 8 grammes pour 100 millilitres et dans le lait de vache, il y en a uniquement 5 et ce n'est pas exactement la même chose. Alors maintenant, on le sait que l'allaitement maternel diminue l'incidence de la dermatite atopique, diminue l'incidence des sifflements avant l'âge de 2 ans, diminue l'incidence de l'asthme à l'âge de 5 ans, que l'allaitement maternel soit exclusif ou non. Et en fait, il faut aussi tenir compte du régime alimentaire de la maman qui doit être diversifié sans aucune restriction. Et actuellement, l'adjonction de probiotiques chez la maman qui allaite en cas de terrain allergique est en train de donner de bons résultats quant à la prévention des allergies. Alors, on va parler des probiotiques et prébiotiques, justement. Alors, le probiotique, ce sont quoi? Ce sont des micro-organismes vivants qui comportent plusieurs souches, qui sont présents dans le lait maternel, essentiellement Lactobacillus bifidobacterium.
Mais les prébiotiques, ce sont des nutriments qui stimulent la croissance de certaines bactéries bénéfiques du côlon. Donc les prébiotiques stimulent la croissance des probiotiques. Alors il y en a deux principalement, c'est les Human Milk Oligosaccharides ou HMO, qui sont présents en très grande quantité dans le lait maternel, qui sont essentiels pour l'apport énergétique et l'équilibre du microbiote intestinal. Et puis il y a les galacto-oligosaccharides ou fructo-oligosaccharides que nous, en tant que pédiatres, on connaît comme FOS et GOS, qui sont ajoutés dans les formules lactées pour le bébé. Et en fait, ils sont fabriqués à partir de la fermentation du glucose. Donc, ce ne sont pas en fait des prébiotiques naturels, ils sont fabriqués. C'est juste pour vous dire en deux mots, regardez la complexité des oligosaccharides du lait humain. Ce sont des sucres complexes, ce sont des monosaccharides. Il en existe plus de 1000 et uniquement 200 ont été identifiés jusqu'à présent. Et uniquement 2 ont pu être fabriqués par l'industrie. Ce sont, retenez juste 3GL et 2FL. Si vous trouvez un lait où il y a 3GL et 2FL, ça veut dire qu'il y a des HMO dedans. Et quand on les compare aux FOS et GOS, les FOS et GOS, ce sont des structures linéaires qui ne se lient pas entre elles et qui ne sont pas, si vous voulez dire, vivantes. Leur structure est fixe. Alors, les oligosaccharides ou les HMO, ils ont un rôle fondamental dans l'immunité, favorisent la croissance et l'activité des bactéries bénéfiques. Ils ont un effet anti-adhésif. Regardez comme les bactéries qui sont nocives vont s'accrocher aux HMO pour ne pas pénétrer dans la muqueuse intestinale. Et en même temps, ils modulent la production des lymphocytes, équilibrent la réponse TH1, TH2. Là, c'est juste pour vous dire, c'est juste pour vous dire qu'il y a quand même une étude qui n'est pas sponsorisée, indépendante, qui a montré que l'adjonction d'HMO diminue des cytokines inflammatoires par rapport à un lait enrichi en phosphégos et augmente la population des lymphocytes circulants par rapport à un lait enrichi en phosphégos. Alors, quel est leur rôle dans l'allergie? Il faut savoir quand même que les probiotiques ont un effet modeste sur la prévention des allergies. Jusqu'à présent, il n'y a rien qui a été démontré, très probablement parce que, comme on l'a dit auparavant, il y a les méthodologies sont différentes dans les études, et très probablement parce qu'il faut quand même trouver et fabriquer des probiotiques qui vont résister à l'acidité gastrique et pouvoir se fixer sur la muqueuse intestinale. Mais il y a un effet prometteur des prébiotiques en cas de supplémentation de la maman qui allaite et du nourrisson à risque allergique. Donc maintenant, il y a des études qui sont en cours qui montrent que quand on supplémente des mamans d'enfants à risque allergique par des prébiotiques ou les nourrissons en cours d'allaitement, eh ben, on avait quand même une certaine prévention des allergies. Donc, les laits enrichis en prébiotiques, en dehors de l'allaitement maternel, favorisent la croissance des lactobacilles, des bifidobactériens, qui eux-mêmes modulent la réponse immunitaire vers la voie non allergique, et les HMO vont moduler directement la réponse immunitaire aux allergènes. Alors, quant à la diversification alimentaire, les anciennes recommandations, c'était diversification après 6 mois, l'œuf à partir de 2 ans, le poisson à partir de 3 ans. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec ces anciennes recommandations et le fait de retarder trop, on avait au contraire une augmentation de l'incidence des allergies alimentaires. Et ça, il y a des études très, très, très intéressantes qui ont été faites en Angleterre pour l'arachide. Actuellement, il n'y a aucune preuve de l'efficacité d'une diversification retardée dans la prévention des allergies alimentaires ou autres, selon toutes les études publiées. Et en fait, une diversification alimentaire précoce entre 4 et 6 mois, avec introduction d'aliments solides, les plus diversifiés possibles, de manière à nourrir les bonnes bactéries, vont induire une tolérance alimentaire et une réponse immunitaire adaptée. Donc, regardez ici sur cette étude, qui est quand même ancienne, sur l'introduction de l'œuf. Alors, dans la première partie, ce sont des enfants qui ne sont pas allergiques et vous voyez qu'on introduit l'œuf, qu'on introduise avant 6 mois ou après 6 mois, ça ne change rien. Mais chez les enfants qui ont un terrain allergique, le fait d'introduire l'œuf beaucoup plus tard que 6 mois va augmenter le diagnostic de l'incidence de la dermatite atopique chez ces enfants-là à l'âge de 5 ans. Donc, en fait, il faut introduire l'œuf avant l'âge de 6 mois. Alors, les groupes d'aliments solides doivent être introduits entre l'âge de 4 et 6 mois, avec maintien de l'allaitement maternel aussi longtemps que possible.
Ou si l'allaitement maternel n'est pas possible, un lait enrichi en HMO de préférence associé à des fosses ou des gosses ou juste enrichi à des fosses ou des gosses. D'ailleurs, l'Organisation mondiale d'allergologie préconise l'utilisation systématique d'un lait enrichi en fosses et gosses si l'allaitement maternel est impossible. Repas préparés à domicile, éviter au maximum les aliments conditionnés industriellement, alimentation riche en prébiotiques, oignons, ail, bananes, poireaux, asperges, c'est très, très, très riche en prébiotiques et surtout assurer un bon statut en vitamine D. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? En cas d'allergie alimentaire prouvée, je dis bien prouvée, par l'histoire clinique et le bilan biologique de confirmation. Quand je dis bilan biologique, c'est les tests cutanés, RAST, tests de provocation orale, etc. Il faut instaurer un régime d'éviction du seul aliment en cause. Aucun régime d'exclusion ne doit être instauré en cas de dermatite atopique modérée non reliée à une allergie alimentaire. Un régime méditerranéen riche en antioxydants, riche en fruits et légumes, en poissons, huile d'olive a un effet protecteur chez l'enfant asthmatique. Par contre, l'allaitement maternel prolongé et exclusif reste le gold standard chez l'enfant à risque allergique. Les laits enrichis en prébiotiques, particulièrement HMO, auraient un effet non négligeable chez les enfants non allaités au sein. La diversification alimentaire retardée après 6 mois n'a aucun intérêt dans la prévention, aucun. Et le régime durant la grossesse et l'allaitement est une voie de recherche très prometteuse. Un régime riche en antioxydants, huile d'olive et vitamine D, encore une fois chez la maman, avec une supplémentation en probiotiques pourrait diminuer l'incidence des allergies dans la petite enfance. Et en fait, il faut retenir ce schéma qui devient très à la mode dans les congrès d'allergologie. Vous voyez en haut le mode de vie occidental avec la junk food, les césariennes, peu de fratries, etc. Ce sont des facteurs favorisant les allergies, et le mode de vie méditerranéen naturel bio, eh bien, ce sont des facteurs protecteurs. Mais je trouve que c'est bien dommage que dans la grande ville marocaine, on commence à s'acheminer vers le mode de vie occidental et qu'on laisse tomber notre bonne vieille alimentation très riche et très diversifiée. Et voilà, je vous remercie de votre attention.